Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Tous mes vœux, bonne année. Oui, bonne année aussi. On se dit quoi justement? On n'est plus en début d'année, on est fin janvier. Mais est-ce que pour cette année, il y a de bonnes raisons d'être un peu moins pessimiste pour le reste de l'année, que ce soit parce que l'inflation se calme, les bourses remontent, ou au contraire, il n'y a pas de raison d'être optimiste parce que la conjoncture mondiale n'est quand même pas top, il y a ces risques de récession, ces perspectives géopolitiques qui sont on ne peut plus incertaines. Bon, je crois que le risque majeur sur nos économies vient du risque géopolitique. Alors, on ne maîtrise pas le risque géopolitique comme économiste. Peut-être que la guerre en Ukraine va dégénérer, peut-être qu'il y aura d'autres crises et d'autres guerres. On peut penser à la Chine et Taïwan, on peut penser à l'Iran. Enfin, donc le risque géopolitique, à mon avis, c'est le risque majeur pour cette année et pour le futur. Ignorons le risque géopolitique, c'est-à-dire dans une situation géopolitique qui est pas rose, mais enfin qui serait inchangée, je crois qu'on est trop pessimiste sur les économies. Je ne crois pas du tout à l'hypothèse de récession. Il n'y a rien dans les économies aux États-Unis, en Europe. On parle de récession technique ou de récession? Non, pas de récession, pas de récession. Je crois que on a des taux d'intérêt réels qui restent négatifs et donc qui poussent à la hausse la demande. On a des budgets qui sont expansionnistes. On a la reprise chinoise qui sera assez forte à partir du deuxième semestre. On a la baisse de tous les prix des matières premières. Les conditions sont remplies pour avoir, alors pas une croissance très forte, parce qu'il y a des caractéristiques de cette reprise qui sont nuisibles à la croissance. Par exemple, la crise de l'immobilier américain, qui est simplement due à la hausse des taux d'intérêt. Le fait qu'en Europe, on paye toujours, enfin, même si les prix de l'énergie ont beaucoup baissé, on a toujours un prélèvement sur l'économie européenne et qui va au reste du monde très important, avec le prix du pétrole, après avec les prix du gaz. Cela étant, en balance, on croit à une croissance restant raisonnablement positive au premier semestre et plutôt accélérant au deuxième semestre au fur et à mesure que la Chine... Donc on évite le scénario du pire. Oui, je crois. Et c'est ce qu'attestent les bourses mondiales avec leur remontée. Oui, et alors les résultats des entreprises vont probablement rester aussi en croissance très légèrement positive. Et surtout, les taux d'intérêt réels, comme les banques centrales sont prudentes, même la Réserve fédérale ne montera pas ses taux d'intérêt probablement au-dessus de 5%. Donc les taux d'intérêt réels vont rester un long moment négatifs aux États-Unis, ils vont rester négatifs en Europe, et donc il n'y a pas d'influence négative sur la valorisation boursière ou sur les prix de l'immobilier. Simplement, il y a une particularité américaine, c'est que les taux d'intérêt sur les crédits immobiliers sont 300 points de base au-dessus des taux d'intérêt que paye l'État américain, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe. Et donc on a un vrai freinage de l'immobilier aux États-Unis qui affecte la croissance américaine, mais par compensation, les États-Unis produisent leur propre énergie et donc même aux États-Unis, il n'y a pas de récession en vue. On a le sentiment que le pic d'inflation est derrière nous, mais si les économies repartent, c'est-à-dire que l'inflation peut repartir? Alors, le pic d'inflation totale est derrière nous, parce que les prix des matières premières qu'on a eu l'année dernière ne seront pas répéter cette année. On va payer notre énergie, notre électricité, notre gaz, même en Europe. Alors, l'Europe va rester un endroit cher pour produire. Le prix de l'énergie européenne est 6 à 7 fois plus élevé que le prix de l'énergie américaine. Mais quand même, on a évité le pire. On redescend. On est vraiment 6-7 fois. Oui, sur les prix du gaz naturel. Alors, les prix de l'électricité aux États-Unis font des bonds parce que le système électrique américain fait monter les prix de l'électricité à des niveaux très élevés quand il y a des perturbations climatiques, quand il y a du grand froid. Mais le prix du gaz naturel et aux États-Unis. Les chiffres, c'est quoi en gros? Alors, en gros, en équivalent euro par mégawattheure, c'est 12-13 euros par mégawattheure aux États-Unis et 50 à peu près, 50-60 en Europe. Et voilà. Alors, une incertitude sur l'inflation européenne et américaine, c'est les effets de la reprise chinoise. On va avoir une reprise économique de la Chine qui est transitoire. C'est pas une reprise dans le long terme de l'économie chinoise, mais simplement les contraintes sont levées. 75%
50% probablement des Chinois ont attrapé le Covid, et donc on a un retour au travail des Chinois, tous les indicateurs sont bien orientés en Chine, on va probablement avoir 5 ou 6% de croissance dans l'année qui vient en Chine. Alors après, la croissance va retomber, parce qu'il y a les problèmes de vieillissement démographique, les problèmes de crise immobilière, et donc il y a une question qui est l'effet de cette reprise de l'économie chinoise sur l'inflation. Oui. Alors, on peut être un peu rassurant. Il y aura un effet très clairement sur les prix des métaux, mais pas énorme sur les prix de l'énergie, puisque la Chine a accès, par exemple, au pétrole russe. Et la Chine se fournit en Russie à des prix extrêmement bas par rapport au marché mondial en pétrole. Et donc, la reprise chinoise n'aura pas beaucoup d'effet sur les prix mondiaux du pétrole. Et alors, sur le gaz, c'est un peu plus ambigu, parce que la Chine peut être concurrente de l'Europe sur l'approvisionnement en GNL, en gaz liquéfié russe. Donc, il y aura probablement un petit effet sur le prix du gaz, mais même en mettant les choses au pire, on n'aura absolument pas la répétition de la crise énergétique de l'année dernière. Donc on peut être raisonnablement optimiste. Oui, d'autant plus que le stock de gaz naturel européen sera à peu près rempli à un peu plus de 60% en sortie de cet hiver, alors que d'habitude c'est 25%. Et donc on peut passer l'hiver prochain sur les réserves de gaz européens. Donc raisonnablement, on peut penser que les prix des matières premières, qui rebondiront un peu, ne vont pas remonter beaucoup, et qu'il y aura un effet positif de pouvoir d'achat au fur et à mesure de la désinflation. Je voulais dire sur l'inflation, donc ça c'est rassurant sur l'inflation, y compris prix des matières premières. On peut être plus inquiet, il y aura une vraie résistance de ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. Qui continue d'augmenter en zone euro. Alors, le dernier point continuait à augmenter. Aux États-Unis, l'inflation sous-jacente recule assez sensiblement, mais en zone euro, probablement, on a un gros décalage sur les hausses de salaire par rapport aux États-Unis, et on va avoir des hausses de salaire plus fortes, et puis surtout, d'ailleurs, c'est un phénomène qu'on a aux États-Unis comme en Europe, on a une baisse de la productivité du travail. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle en termes d'inflation, parce que ça renforce les coûts des entreprises. Et donc, je pense que l'inflation sous-jacente, c'est l'inflation salariale, sera beaucoup plus résistante que l'inflation totale. Mais laquelle on regarde? Parce que l'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'on va revenir et à quelle vitesse à 2% en zone euro. Honnêtement, il faut regarder l'inflation sous-jacente, parce que les matières premières sont extrêmement erratiques. On va avoir une inflation totale qui va passer très rapidement, très en dessous de l'inflation sous-jacente. Il faut regarder... On est à 5 sur l'inflation sous-jacente en Europe. Il faut regarder l'inflation sous-jacente. On vient de 9, sur l'inflation globale. En zone euro, on est à 9. Mais la sous-jacente est à 5. On va rapidement, cette année, passer sous les 5. Oui, mais pas si rapidement que ça, parce que les hausses de salaire sont encore de 4, 4,5, et on a cette perte de productivité. Donc je pense que l'inflation sous-jacente mettra au minimum 2 années pour revenir autour de l'objectif de la BCE. Ce qui amène pas à la conclusion que la BCE va être extrêmement méchante. Pourtant, c'est ce qu'elle dit. Elle a réaffirmé encore cette semaine, Christine Lagarde, son intention de frapper fort pour enrayer l'inflation. Mais ça veut dire 4,5%, ce que n'anticipent pas les marchés financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux d'intérêt de la BCE vont monter encore de 200 points de base, de 2%. Vous pensez que les taux de la BCE vont monter de 200 points de base encore? Ils vont monter jusqu'à probablement 4,5%, mais 4,5% compte tenu du niveau d'inflation sous-jacente, ce n'est pas une politique monétaire restrictive. Et donc elle n'a fait que la moitié du chemin. Mais la BCE accepte l'idée que finalement, c'est uniquement au début de 2025, probablement, qu'on reviendra à une inflation proche de l'inflation objectif en Europe. Mais cette idée est acceptée par tous. Même les Hollandais, par exemple, qui crient quand la BCE ne monte pas ses taux, ne souhaitent pas que la BCE tue l'économie européenne, que la BCE monte les taux d'intérêt au niveau qui détruirait l'investissement ou les possibilités d'investir dans la transition. Donc on va vers plusieurs hausses de taux de 50 points de base. Oui, je pense que la BCE minimum va faire 150 points de base à partir de maintenant, et au maximum va faire 200 points de base. Donc c'est une fourchette de 4 à 4,5. Mais c'est anticipé par les marchés? Non, c'est pas anticipé par les marchés. Ce qui est anticipé par les marchés, c'est 3,5. Donc les marchés sont 50 ou 100 points de base trop bas. Ça veut dire que la BCE a une philosophie extrêmement différente de celle qu'elle avait il y a 10 ans. Si les conditions d'inflation
de la période 1988-89 hein, qu'est-ce que je fais 2008-2009 hein, était reproduite aujourd'hui, la BCE passerait à des taux d'intérêt supérieurs à l'inflation sous-jacente, ce qui fait qu'on aurait des taux d'intérêt aujourd'hui de 7% ou plus. Non, et donc il y a un vrai changement de philosophie dans toutes les banques centrales qui arbitrent en réalité entre le maintien... Et c'est mieux. C'est mieux, oui, c'est mieux, mais il faut accepter que c'est un prélèvement sur les épargnants, parce que les taux d'intérêt réels restent beaucoup plus longtemps négatifs, au profit de la transition énergétique qui est plus facile à financer et des entreprises qui ont des conditions financières plus faciles. Le gouvernement français qui toujours vise le 1% officiellement dans le budget 2023 de croissance. Oui, mais je pense que c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Au final, tout le monde lui est tombé dessus en disant pas du tout, ça sera entre 0,2 et 0,5. Je crois que Bruno Le Maire a raison de ne pas changer son hypothèse de croissance. À nouveau, on va avoir un peu moins que ça au premier semestre, mais plus que ça au deuxième, parce que la croissance chinoise sera forte. Et donc c'est tout à fait envisageable qu'on ait 1% de croissance, à nouveau, sauf choc géopolitique additionnel. Qu'on ne maîtrise pas, pour lequel on n'a pas la main. Aux États-Unis, on a eu les chiffres de croissance au quatrième trimestre, 2,9%. Après 3,2% de croissance au troisième trimestre, c'est en rythme annualisé, bien sûr. Finalement, la croissance américaine ne freine pas aussi vite que prévu. Peut-être que la Fed est en train de réussir son pari de faire un atterrissage en douceur, non ? Oui, quand même, la Réserve fédérale, à nouveau, bénéficie des taux très élevés sur l'immobilier. À nouveau, les taux d'intérêt sur l'immobilier sont 6,5%, on a 6,5%, et contre 3,5% pour la dette publique américaine. Et donc, les crédits immobiliers en Europe se font un peu moins cher que le coût de financement des États. Donc, c'est une situation très différente. Il y a un crack immobilier aux États-Unis ou pas ? Avec des taux, encore une fois, avec des taux aussi élevés. C'est pas inquiétant, il n'y a pas de subprime en vue. On va avoir un recul de 10 à 12 ou 15 même % dans les hypothèses les plus pessimistes des mises en chantier, des prix de l'immobilier. C'est pas un crack immobilier, mais c'est la seule composante vraiment négative de la croissance américaine. Et c'est là-dessus que se base la Réserve fédérale. Alors, la Réserve fédérale réussit son pari, probablement, parce qu'elle maintient une consommation et un investissement des entreprises en hausse, et elle fait vraiment chuter l'investissement immobilier des ménages, parce qu'elle joue sur le fait que les taux d'intérêt sur les crédits immobiliers sont beaucoup plus élevés que les taux d'intérêt sur le reste de l'économie. Mais la BCE ne peut pas jouer là-dessus, parce que les taux d'intérêt sur l'immobilier sont les mêmes que les taux des États. Et donc, la BCE a plus de mal à faire baisser l'inflation. Et donc, je pense que l'inflation européenne sera plus résiliente que l'inflation américaine. La Fed qui... C'est ce que semblent croire les marchés il y a encore quelques jours, que la Fed pourrait baisser en fin d'année ses taux d'intérêt. Non, je ne crois pas. À nouveau, si les gains de productivité étaient normaux aux États-Unis, oui, on adhérerait à ce scénario. Si les gains de productivité étaient normaux, si les hausses de salaire descendent vers 4%, s'il y avait 2% de gains de productivité, il y aurait des coûts salariaux unitaires à 2%, et la Réserve fédérale pourrait rapidement baisser ses taux d'intérêt. Mais les gains de productivité sont négatifs aux États-Unis. Les coûts salariaux unitaires sont plus élevés que les salaires. Et donc il y aura aussi une résistance de l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Et donc, je crois qu'il ne faut pas avoir trop d'illusions. La Réserve fédérale, d'abord, traditionnellement, c'est ce qu'elle a fait en 2008-2009, elle a maintenu des taux élevés sur une période plus brève de temps dans la récession de 2000. Mais en 2008-2009, elle a maintenu ses taux d'intérêt pendant un an. Donc là, pas de baisse de taux. Et là, on peut envisager le même comportement. Donc il faut un an de taux d'intérêt plus élevé, mais modérément élevé à nouveau. Donc pas avant 2024. Et donc c'est le premier trimestre 2024, je crois. Éventuellement. Oui. Non. En même temps, si ça accélère, si l'économie, si la reprise s'accélère aux États-Unis aussi, il n'y a pas de raison qu'elle baisse les taux. Oui, mais les difficultés, quand on regarde les difficultés de recrutement des entreprises américaines, elles ont beaucoup baissé. Alors, il y a des ratios sur le marché de l'emploi. Tout le monde suit le ratio des emplois disponibles au chômage, donc qui est toujours de 1,7. Mais les difficultés de recrutement des entreprises ont presque corrigé toutes leurs bosses récentes. Donc on va avoir des hausses de salaire assez modérées aux États-Unis.
Et donc, la Réserve fédérale, il n'y a pas d'accélération de l'inflation envisagée, mais la Réserve fédérale, à nouveau, est confrontée, comme les autres, à cette baisse de la productivité qui va probablement la pousser à maintenir des taux d'intérêt plus élevés pendant un an. Mais la BCE, à nouveau, a une situation beaucoup plus compliquée, parce qu'il n'y aura pas de recul de l'investissement immobilier comparable à ce qu'on a aux États-Unis, puisque les taux d'intérêt sur l'immobilier sont autour de 3% en Europe, hein, ils ne sont pas à 6,5%, et parce que les taux d'intérêt réels initiaux sont plus bas. Enfin, l'inflation sous-jacente part de 7 de zone euro et de 5 aux États-Unis. Enfin, donc les conditions de désinflation sont beaucoup plus difficiles dans la zone euro, et donc c'est assez légitime d'envisager une désinflation assez rapide aux États-Unis et une désinflation beaucoup plus lente dans la zone euro. La bonne nouvelle pour les marchés boursiers, c'est que les bourses européennes suivent la politique monétaire de la Réserve fédérale. Heureusement. Oui. Et donc, d'ailleurs, ça résulte de ce que 40% simplement des sociétés cotées en Europe ont leur chiffre d'affaires en Europe, hein. Enfin, c'est 40% la part des chiffres d'affaires européens des sociétés cotées. Et donc, c'est des sociétés très diversifiées. Et donc, tout le monde suit le rythme de baisse des taux de la Réserve fédérale. Et donc, à nouveau, la bonne nouvelle, c'est que si on regarde les marchés d'actions, par exemple, ou les marchés du non-coté, du private equity, c'est qu'en général, le marché des actions redémarre à peu près 3 mois après que la Réserve fédérale ait stabilisé ses taux d'intérêt. Donc si on fait un décompte, la Réserve fédérale stabiliserait ses taux d'intérêt au premier trimestre de cette année, et donc le marché d'actions repartirait aux États-Unis, et entraînant la zone euro. Il est déjà reparti. Oui, enfin il est toujours 15 ou 16% plus bas à cause de la tech, etc. Mais il n'a pas déjà eu lieu, encore une fois, notamment en Europe, ce rebond 10% sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Qui eût cru qu'on ferait en 3 semaines ce que beaucoup avaient vu en un an? Oui, mais peut-être qu'il y aura une correction à la baisse quand même des actions en Europe et aux États-Unis au premier semestre. Sur quelle nouvelle? Parce que, en particulier en Europe, parce que la BCE sera plus méchante que ce que les marchés croient, que les taux d'intérêt à long terme ont encore un potentiel de hausse en conséquence, etc. Et donc, il y aura peut-être une petite correction au premier semestre, pas un truc majeur. Mais le deuxième semestre devrait vraiment voir un redémarrage des marchés des actions, avec les perspectives économiques meilleures, avec la perspective d'une stabilité puis d'une baisse des taux d'intérêt. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour les actions, puis c'est une bonne nouvelle pour le non-coté, parce que probablement, ça évite, par exemple, aux fonds de private equity, d'avoir à faire à la fin de cette année de déclarer des moins-values sur les actifs qu'ils ont au portefeuille. Et donc, on imagine que le marché action, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, va revenir au voisinage de ces niveaux les plus hauts qui étaient les niveaux de janvier. Donc le rallye boursier de janvier en Europe, pour vous, il n'est pas excessif? Il est un peu excessif, mais pas fondamentalement, parce que les taux d'intérêt réels sont toujours négatifs, que les résultats des entreprises sont toujours en zone positive. Voilà. Et donc, à nouveau, le risque majeur, c'est le géopolitique, hein, mais je ne vois pas de risque économique ou financier majeur. Bon, voilà. Et donc, quel potentiel d'ici la fin de l'année pour le CAC 40? Ça serait déjà bien de battre le niveau, je crois, de début janvier de 2022, de 7004. Mais ça éviterait à nouveau d'avoir à provisionner tous les investissements et tous les actifs en portefeuille dans le non-coté. Bon, voilà, merci beaucoup pour cet entretien. Donc, Patrick Artus, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup, Patrick. Merci, David.